BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Et je reçois aujourd'hui un des champions français, il y en a pas mal, des jeux vidéo, qui a redonné, figurez-vous, le sourire aux agriculteurs pendant le salon de l'agriculture, ce qui n'est pas simple en ce moment. Bonjour Cédric Lagarrigue, vous êtes le patron de Focus Home Interactive. Bonjour Marc. Alors vous faites marrer les agriculteurs, vous? Je les fais pas marrer, non. Vous parlez de l'anti Stéphane Le Foll. Non, c'est pas ça. Parce que lui, il fait pleurer déjà. Lui, il a l'air de pleurer quand on le voit, mais nous, non? Non, pas du tout. C'est pas que les agriculteurs, au contraire, on permet au grand public de découvrir l'agriculture avec le jeu Farming Simulator, oui, qui a un énorme succès mondial. Et effectivement, il y a des agriculteurs qui jouent à Farming Simulator, mais la plupart des gens qui jouent à Farming Simulator sont le grand public, les jeunes. Voilà, on va y revenir. Alors, Focus Home Interactive, c'est quoi? Vous nous expliquez l'activité en 2 mots? Ouais, on est éditeur de jeux vidéo, tout simplement. Donc, on est le 3e éditeur français après Ubisoft et Gameloft. Nous sommes une société donc basée à Paris. Nous éditons des jeux vidéo, c'est-à-dire qu'on va financer des projets. On ne crée pas les jeux, on travaille avec des studios de développement qui, eux, vont faire les jeux. Les studios de développement, c'est des équipes de 40 à 60 personnes, avec des artistes, des illustrateurs. Alors attendez, on s'arrête 2 secondes, parce que justement, c'est peut-être ça la spécificité de votre modèle. Bien sûr. Par rapport à Ubisoft, vous pouvez nous expliquer la différence, c'est ça? C'est-à-dire qu'ils ont leur propre studio. Tout à fait. Ils ont leur... Un studio, c'est quoi? C'est des gens qui... Si on a Farming Simulator, c'est justement parce qu'on externalise la création et qu'on est à l'affût justement de toutes ces idées qui existent à travers tous ces studios indépendants. On a ouvert vraiment notre catalogue à des studios indépendants, ce qui explique qu'on a un catalogue original, varié, qui performe en plus. On sait aller chercher les jeux à très fort potentiel, les équipes avec un vrai potentiel de développement. C'est la force de Focus, donc on va les financer, on va les accompagner, on va les distribuer dans le monde entier, on va assurer la communication. Et alors, est-ce que vous êtes un éditeur ou est-ce que vous êtes un distributeur? Ah non, un pur éditeur. Ça, c'est vraiment tous les métiers d'édition. Je comprends, mais du coup, si le studio, c'est juste, j'essaye de comprendre, si le studio n'est pas votre studio... je sais pas, Johnny Hallyday, c'est pas un éditeur, il fait de la musique, un studio fait de la musique. C'est un peu la même chose, il y a le parolier... La différence, c'est que vous le faites pas en interne. Voilà, tout à fait. Non, en fait, c'est les éditeurs qui ont décidé de ne plus externaliser la production. Avant, Ubisoft, Electronic Arts travaillaient avec des studios indépendants. Sauf qu'ils ont atteint une taille qui leur permet difficilement de travailler avec ces équipes de 40-60 personnes. Ils sont tous concentrés sur ce qu'on appelle les blockbusters, des équipes de centaines de personnes, des budgets de plus de 100 millions de dollars parfois. Donc c'est un autre modèle. Nous, 100 millions de dollars, c'est les budgets de développement. Oui, de développement, mais c'est des budgets de très gros films à Hollywood. Et de jeux aussi aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Non, mais pour comparer, les enjeux sont là. On est sur des enjeux monstrueux. Donc Marc, nous on arrive avec vraiment des budgets, c'est plus de l'ordre de 2 à 5 millions, mais des jeux qui marchent extrêmement bien, qui sont capables même de temps en temps de rentrer en compétition avec ces énormes jeux, des jeux qui sont souvent originaux, avec des vrais thèmes comme Farming Simulator et d'autres jeux comme Blood Bowl. Enfin, on a fait le jeu du Tour de France, on a relancé le jeu d'aventure avec des jeux comme Runaway. Enfin, on a fait quand même pas mal de jeux justement qui étaient un petit peu innovants. Oui, faites le parallèle avec la musique, ça se passe comment? C'est des gens, comme on envoyait avant des cassettes, c'est des gens qui viennent et qui vous disent tiens, j'ai un jeu à vous proposer. C'est presque ça, tout à fait. Et donc, en fait, c'est des projets. Tous les jours, vous êtes dans votre bureau et vous recevez des projets toute la journée de studios du monde entier. Alors en plus, comme Focus marche bien et qu'on a vraiment une excellente réputation auprès de ces studios, qu'on aide vraiment à gagner, à grandir. Farming Simulator, c'était des Suisses romands qui vendaient quelques milliers de jeux en Allemagne qu'on les a découverts et on en a vendu des millions dans le monde entier et pas uniquement sur PC, sur console. Justement, ces gars-là, c'est quoi? C'est des petites équipes qui sont dans leur coin, qui sont des passionnés, souvent, et qui vendent eux-mêmes d'habitude et qui travaillaient avec un distributeur en Allemagne. Non, mais il y a plusieurs profils. Après, on travaille aussi avec des grands studios qui nous rejoignent aujourd'hui, comme Dontnod, qui a fait un énorme succès avec le jeu Life is Strange que le grand public connaît bien puisqu'ils ont eu énormément de prix, ils ont vendu des millions de jeux. Eux, ils ont fait la démarche de venir travailler avec Focus, alors qu'ils travaillaient avec Square Enix, Capcom, des énormes sociétés, des majors du jeu vidéo japonaise, en l'occurrence, et ils avaient envie d'avoir une relation différente avec Focus, un petit peu plus humaine, avec justement une relation où ils vont pas être écrasés par un grand groupe, et en plus la réactivité de leur éditeur leur permet d'aller très vite, prendre des décisions, et puis en plus on est aussi force de proposition sur pas mal de choses, il y a de l'échange. Il y a une énergie dans ce secteur-là, c'est-à-dire ce qu'on dit sur la tech, par exemple, avec ces startups et autres, vous le retrouvez aussi bien sûr, dans le jeu vidéo, bien sûr. Partout dans le monde, il y a des pays aujourd'hui qui émergent, plus que d'autres. Je dirais que les Français sont en train de faire leur trou en ce moment avec Focus. Non, dans le monde. Aujourd'hui, on fait 80% de notre chiffre d'affaires à l'international. Vraiment, la France, pour nous, et encore, on marche bien en France parce que historiquement, on a commencé comme distributeur en France. Donc, on a un vrai réseau de distribution, on distribue en direct auprès des enseignes. Mais c'est ce qui explique cela. Mais aujourd'hui, oui, l'essentiel des sociétés françaises du jeu vidéo font 80 à 90% de leur chiffre d'affaires à l'export. C'est génial. Mais les petits studios dont vous parlez, là, ils sont partout dans le monde. Partout dans le monde. Partout.
Vous dites que vous cherchez l'innovation en permanence, c'est votre métier. Comment vous allez chercher une pépite? C'est quoi les 2-3 clés d'une pépite dans les jeux vidéo? L'intuition, c'est très important, je pense, arriver à se projeter, parce que c'est ça, en fait. C'est comme dans la musique, quoi. C'est exactement pareil. Vous recevez une maquette et vous vous dites, tiens, ce truc-là, je le vois bien, quoi. Ouais, ou c'est une maquette, ou c'est une équipe qui arrive avec un concept, ça peut être écrit, ça peut être un petit prototype, ça peut être des choses comme ça. Après, on travaille avec des équipes qui ont déjà un track record, qui ont déjà fait des jeux, voilà, on sait où on va avec eux, et puis on peut se permettre d'aller sur des projets, des univers, où on sait qu'ils arriveront à les appréhender, à les maîtriser, et on va les aider à faire tout ça. Mais après, oui, je pense qu'aujourd'hui, au départ, c'est vrai qu'on a fait des coups pour devenir Focus. Je pense qu'on a vraiment sorti des jeux qui ont été des énormes surprises pour le marché. Mais aujourd'hui, Focus, c'est aussi des jeux classiques qui marchent bien, de qualité pour les gamers, finalement qui sont assez comparables avec des univers qui sont ceux des blockbusters, qui sont, voilà, où on va trouver de la qualité plus dans la réalisation, la profondeur, l'écriture, enfin des choses comme ça. On n'est pas juste un dénicheur de talent. Oui, si, bien sûr, mais ça fait partie de nos Donc vous avez aussi des gens qui viennent en vous disant, tiens, ça c'est mon idée, mais qui savent pas le faire, et vous allez le mettre en musique ou pas du tout? Non, oui, enfin on va les aider à atteindre leurs objectifs. Donc on va définir ensemble les objectifs, on va pouvoir même travailler sur le concept, les idées, dire peut-être que si on... Ouais, voilà, il y a beaucoup d'échanges. Donc on n'est pas comme dans le cinéma, vous pouvez pas recevoir un scénario avec un gars qui vous dit tiens le scénario, puis vous... Ah non, c'est une équipe complète. D'accord. Ça va être 45 personnes. Il faut qu'ils sachent faire eux-mêmes le jeu déjà. Bien sûr, nous on va pas le faire à leur place. On va les aider à faire un bon jeu. Voilà, alors François Hollande a été hué là-bas, vous vous êtes applaudi à chaque fois que vous y allez, on va voir quelques images. Mon Dieu. Et alors? C'est une passion. Toi aussi tu vas être agriculteur? Ouais. Et tu sais déjà depuis longtemps ce que tu veux faire plus tard? Agriculteur depuis longtemps. Bon alors si les enfants veulent devenir agriculteurs, c'est à cause de Farming Simulator, c'est quoi ce jeu-là? En fait, le truc... J'avoue que j'ai jamais joué, voilà. Oui, c'est juste... J'avoue, oui, mais comme... J'ai honte. Oui, non, faut pas avoir honte. Mais je pense que si vous essayez Farming Simulator, vous preniez au jeu, vous aimez bien l'économie, il y a une partie économique dans Farming Simulator qui est assez sympathique. Les agriculteurs, ils jouent à Farming Simulator, pourquoi? Parce qu'ils ont un éventail de véhicules qu'ils possèdent pas, ça leur permet d'essayer toutes les fonctionnalités. Déjà, ils doivent pas d'argent, là. Oui, il y a ça, voilà. Il n'y a pas de banque, il est flanchier. Ouais, c'est un peu ça. Ils ont du vrai matériel qui est pas pourri. Oui, c'est facile d'obtenir des prêts dans Farming Simulator, voilà, les cours. Donc c'est un monde idéal un peu. Oui, c'est un monde idéal, mais ce qui est intéressant finalement, c'est de découvrir l'agriculture pour tout ce grand public qui visite le salon de l'agriculture. C'est le premier salon français en termes de fréquentation. L'agriculture intéresse énormément les Français, mais aussi les Américains, les Allemands, le monde entier. Et donc vous avez un stand là-bas? Oui, on a un grand stand avec Sony, PlayStation, qui voit aussi un intérêt effectivement d'ouvrir un petit peu sa console à un public plus large, parce que le grand public va au salon de l'agriculture, joue à Farming Simulator, mais nous on le savait déjà avant de faire ce jeu, puisque moi je regardais les gens, je me dis, ils regardent tous L'amour est dans le pré, tout le monde joue sur Facebook à Farmville, et puis je me suis dit, mais moi quand j'étais petit, avec mes soldats, avec mes cyclistes, j'avais aussi une ferme, des cochons et des tracteurs. Donc tout ça, ça participe à, voilà, ça fait partie de notre imaginaire, ça fait partie de nos références, et finalement proposer un jeu extrêmement bien fait, qui est amusant en plus, on joue en ligne, enfin c'est vraiment quelque chose d'assez, enfin si ça marche, Farming Simulator, c'est que ça a des gens... Il y en a combien aujourd'hui? Enfin comment on peut mesurer le succès de Farming Simulator? On a vendu près de 3 millions du dernier exemplaire, on en avait fait 2 millions du précédent et 500 000 de celui d'avant. Donc vous imaginez la croissance aussi du jeu, parce que voilà, c'est vraiment... Et ça vous donne l'idée pour d'autres secteurs d'activité, pour les taxis Ah non, absolument pas. C'est spécifique là à l'agriculture. Ah non, mais il y a plein de jeux qui sont dédiés aux taxis, aux camionneurs, voilà, mais Farming Simulator, il est unique. Il est unique, ils ont trouvé la recette, c'est quelque chose qui plaît, voilà, il y a toutes les simulations possibles et imaginables, mais c'est des jeux qui sont... Pas. Non. Alors, vous nous donnez quelques chiffres, parce que l'avantage de sociétés comme les vôtres, qui sont cotées en bourse, on en parlera, c'est que contrairement à tous les startups qu'on invite ici, on va pouvoir avoir votre chiffre d'affaires et vos résultats. Alors, le résultat sera le 23 avril, donc il y a une publication de prévue. Vous pouvez nous les donner ici, personne... Oui, c'est vrai. Non, on vient de publier notre chiffre d'affaires, donc on fait 69 millions en 2015, soit une croissance de 58%. Et vous êtes très rentable. Ouais, on est rentable. Pourquoi vous avez décidé de vous introduire en bourse? Pourquoi on a des trucs? Tout simplement parce qu'on avait besoin de franchir un cap, d'augmenter les budgets de développement de nos jeux, parce qu'on l'a fait nous-mêmes, on l'a fait nous-mêmes avec nos résultats. On a décidé, avant on était sur des budgets moyens de développement, donc les jeux coûtaient entre 1 million à 1,5 million, et on a décidé de franchir une étape supérieure, d'aller plus sur des budgets plus gros jeux. De 2 à 5 millions d'euros. Et pour ça, il fallait aller chercher de l'argent. Tout à fait. Et vous pensiez pas que des fonds pouvaient vous accompagner, vous vous êtes dit, vaut mieux aller en bourse?
On a fait la bourse, on a fait aussi quelques prêts, on s'est vraiment organisé pour ça. On a aussi affecté une partie importante de nos résultats justement pour pouvoir augmenter ces budgets de développement. Et avant d'aller en bourse, on s'est rendu compte que ça marchait. Donc on était déjà, quand on est arrivé en bourse, on était déjà sur une croissance de 70%. On était passé de 26 millions à 44 millions d'euros sans introduction. Bon, on était déjà dans ce système, dans ce process en fait. Voilà, et on sait quelle est la taille idéale d'un budget de développement aujourd'hui, et c'est vers là où on va. Ça s'est bien passé, hein. Ça s'est bien passé, vous avez eu un prix, je crois. Ouais, 2 prix. Pourquoi ? Prix d'introduction en bourse 2015, BFM Business, et puis on a eu aussi le prix Euronext Alternext, prix spécial pour justement notre parcours boursier et l'introduction en bourse. Alors vous nous avez révélé tout à l'heure un des secrets de votre petite enfance, hein. Vous jouiez avec des petites fermes. Mais vous aussi, non? Non, moi franchement la ferme. On n'a pas eu d'enfance. Non, j'ai pas eu d'enfance, je travaillais moi déjà petit. Alors quel est votre parcours justement, formation et professionnel? Alors moi c'est un petit peu atypique. Comment on arrive à faire Flight Simulator? Farming Simulator, oh là là, c'est une très longue histoire, ça part de très loin. Comment je suis arrivé chez un Formation, vous êtes vous-même du jeu vidéo? Absolument pas, en fait. Mon oncle, alors moi quand j'étais jeune, je faisais du BMX, du vélo-cross. J'étais d'ailleurs un des meilleurs Français entre 14 et 18 ans. J'étais sponsorisé, je voyageais, je faisais des compétitions. À l'époque, c'était très populaire. Vous étiez casse-cou déjà? Pas casse-cou, mais je maîtrisais bien, je faisais des figures sur mon vélo, c'était assez sympa. En fait, non, mon parcours, je suis arrivé par hasard dans le jeu vidéo en 95. En vélo? Non, mon oncle. Non, vous êtes tombé à un moment, vous êtes tombé dans un studio, en fait. Je suis motard. Non, mon oncle m'a dit en 95, Jean-Pierre Lecou, qui a d'ailleurs monté Netscape Europe, il m'a dit, écoute Cédric, tu devrais t'intéresser, il y a 3 choses qui vont décoller, c'est les jeux vidéo, les DVD et Internet. Et il me dit ça en 95, les DVD n'étaient pas encore sortis, les jeux vidéo, la PlayStation n'était pas sortie, et Internet, c'était le balbutiement. Et il m'a dit, je crois en plus en toi. Donc je pense que sur les 4, il s'est pas trop planté, puisque effectivement Internet a été un carton, les jeux vidéo, ça marchait. Et il a eu raison de me mettre dans ce secteur-là en me disant, viens travailler avec moi, je crois en toi, et je pense que tu peux vraiment faire des... Donc c'est comme ça que c'est parti. Vous aviez aucune formation dans le secteur? Aucune formation dans le secteur, je ne sais même pas. Alors avant de lui donner ma réponse, je suis parti avec Windows pour les nuls en été, et SVM. J'ai lu ça tout l'été pour essayer de voir si j'allais comprendre. Et je suis revenu, j'étais un expert de choses qui ne servaient à rien dans mon métier, puisque je savais faire des choses sur Windows qui ne m'ont servi à rien. Et cet oncle, est-ce qu'il est dans votre capital? Ah non, pas du tout. Il est parti, il est pas retraité. Il a fait un très beau parcours professionnel. Il n'a pas d'idée sa société. Vous l'avez pas eu cet après-midi? Qu'est-ce qui va marcher? Non, je pense que là, justement, il se repose un petit peu. Il est un peu plus âgé que moi, et je pense qu'il a raison de profiter un peu de la vie, de sa famille. Donc il n'a pas de tuyau à nous donner. Qui est dans votre capital aujourd'hui? Alors on a Nabu Boto, le management bien sûr, on a Inelec qui appartient, c'est le groupe Nabu Boto et actionnaire, et puis après on a des fonds, on a des particuliers. Vous êtes actionnaire à quelle hauteur du capital? Je suis actionnaire à hauteur de 7% du capital. Alors on va voir un peu ce qui peut arriver à certaines boîtes qui sont cotées en bourse dans votre secteur. Vivendi a relevé son offre sur Gameloft, passant de 6 € par action à 7,20 €. Une offensive, ou plutôt une remontée des enchères qui fait suite au refus par ceux-ci, justement, de la montée en puissance de Vivendi dans son capital. Vivendi, qui détient 30% de Gameloft, tente bien entendu de convaincre les autres actionnaires de Gameloft, que sont des grands fonds comme Fidelity, Amber Capital ou encore Allianz Global Investors. Alors, en arrivant, vous nous avez dit, je suis le 3e derrière Ubisoft, Gameloft. Marquez en vente les citations des invités. Ah non, vous l'avez dit, vous avez dit, je suis le 3e éditeur. Ah oui, je crois que vous allez dire, je suis le 3e sur la liste de Vincent. Alors, est-ce que vous pensez... Non, mais c'est ma question. Est-ce que vous êtes le 3e sur la liste de Vincent? Est-ce qu'il vous a contacté? Est-ce qu'il est déjà dans votre capital? Non. Mais s'il arrive, il débarque et il dit, bon, petit gars, j'ai 30% de ton capital, je vais faire une offre. Déjà, je pense qu'il faut qu'ils discutent un petit peu, et c'est pas la manière d'aborder une boîte comme Focus, ni Ubisoft, ni Gameloft. Je pense qu'on est quand même sur un métier de spécialiste. C'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Ubisoft a annoncé une année décevante. Ils ont pris des très bonnes décisions. En tant que moi, expert, on n'est pas beaucoup à connaître un peu le marché. Voilà. Moi, en tant qu'expert du jeu vidéo, je trouve que les décisions qui sont prises étaient excellentes, et ils ont raison de ne plus annualiser leurs licences, de les laisser respirer. Ils ont pris d'excellentes décisions. Ils sont à bord d'un énorme navire qui est un champion du jeu vidéo. Et je trouve qu'effectivement, quelqu'un qui vient de l'extérieur du jeu vidéo, qui ne peut pas comprendre les enjeux du moment,
et qui de manière hostile comme ça s'abat sur une société comme Ubisoft, je suis très inquiet. Je suis forcément inquiet. Parce que qui va piloter ce bateau? J'aimerais savoir. Donc est-ce que vous vous voyez comme chevalier blanc contre Vincent Bolloré? Non, absolument pas. Mais en tant qu'expert, j'aimerais le mettre en garde. C'est pas une chaîne de télé. Le jeu vidéo, les équipes, ça veut très vite exploser, partir un petit peu partout pour monter des studios indépendants. Parce que voilà, c'est un esprit de famille chez Ubisoft. Je connais très bien la société. Je connais énormément de salariés qui travaillent dans la société. Je connais leurs préoccupations. Mais tous ceux au Québec qui se tapent moins 40 en hiver, qui ne voient plus leurs amis, leur famille, je peux vous dire que si ça se passe mal, ils vont tous revenir en France ou même aller aux États-Unis, monter des studios indépendants. Bien sûr. Et on travaille déjà avec des studios indépendants qui sont issus d'Ubisoft. L'avenir à terme quand même pour votre groupe, c'est de vendre à un Bolloré, non? Ah non, pas du tout. Non, c'est de grandir, c'est de continuer de grandir. Je pense que nous, aujourd'hui, on démontre qu'on BMX. Comment? Vous voulez rester là? Vous voulez je suis trop vieux pour le BMX. Ouais. Ah oui, là, ce serait dangereux. Ce serait dangereux. Non, mais je pense que c'est important pour nous de continuer de grandir, de progresser. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même le premier partenaire de tous ces studios indépendants français, Dontnod, Cyanide, Spiders, qui sont aujourd'hui de plus en plus connus, qu'on a accompagnés et qu'on fait gagner à l'international. On a réussi à prendre des positions un petit peu partout dans le monde. On est reconnu par la presse, les joueurs du monde entier, les anciennes, les Walmart, les GameStop, partout dans le monde accueillent nos jeux. Donc vous dites, j'ai du jus encore pour carrément. Okay. Et puis il y a de belles choses à faire dans le jeu vidéo. Alors c'est le moment le plus attendu en fait de cette partie, généralement par les patrons qu'on invite, c'est le questionnaire jeu vidéo de Laure. Ouh, suis-je incollable? Non. Alors c'est plus compliqué que ça. Je vous donne des personnalités, vous me dites dans quel jeu elle serait le mieux. Alors vous allez râler, mais j'ai pris des jeux vidéo que tout le monde connaît, c'est-à-dire des trucs vraiment assez vieux. C'est pas les derniers jeux vidéo. Myriam El Khomri, elle serait mieux dans Zelda, un jeu d'aventure dans lequel il faut sortir d'un labyrinthe, ou Street Fighter, un jeu de baston, rien que de baston. Ah, je crois que Street Fighter pour elle, parce qu'elle s'est quand même attaquée de tous les côtés, et j'espère qu'elle saura se défendre. Emmanuel Macron, il serait mieux dans Tetris, un jeu où il faut anticiper ce qui tombe du ciel pour créer un puzzle, ou GTA, un jeu dans lequel le héros est méchant, mais on l'aime bien quand même. Alors pour le coup, lui, je le vois bien dans Farming Simulator. Vraiment, vraiment, c'est parfait. Alors il sera très bien avec Stéphane Le Foll, qui lui serait mieux dans Farming Simulator, un jeu dans lequel il faut gérer une exploitation agricole, ou Angry Birds, un jeu dans lequel on se bat contre des cochons avec des lance-pierres. Forcément, Farming Simulator avec Monsieur Macron. Nicolas Sarkozy, il serait mieux dans Mario Bros, un jeu dans lequel on peut choisir d'autres personnages que Mario, mais finalement on est toujours avec Mario à la fin, ou Les Lapins Crétins, un jeu dans lequel les héros découvrent avec difficulté leur environnement. D'Ubisoft d'ailleurs. D'Ubisoft? Bon, parce que c'est Ubisoft, je vais dire Les Lapins Crétins, puis ça lui va bien. Fleur Pellerin, elle serait mieux dans Tomb Raider, un jeu dans lequel une aventurière cherche la vérité sur le monde qui l'entoure, ou World of Warcraft, un jeu dans lequel il faut savoir endosser différents rôles. Non, je le vois bien dans Tomb Raider, Lara Croft, ça lui va bien. Vincent Bolloré, il serait mieux dans Pac-Man, un jeu dans lequel il faut manger tout ce qui est autour de vous, ou dans FIFA, un jeu dans lequel peu importe votre équipe, il faut avoir choisi le bon joueur. Ouais, je le mettrais dans FIFA, monsieur Bolloré. Et le dernier, Xavier Niel, il serait mieux dans Angry Birds, un jeu qui semble d'une facilité déconcertante mais qui amasse des milliers d'euros, ou Donkey Kong, un jeu que personne n'a vu venir mais qui a fait un carton. C'est difficile, j'aime bien Xavier Niel. Je dirais oui, Donkey Kong. Donkey Kong parce que je préfère Donkey Kong à Angry Birds. Et c'est pas des milliers d'euros, c'est beaucoup plus Angry Birds. Alors on parlait de la loi sur le travail, on va écouter notre Premier ministre. Un nombre d'incompréhensions, il faut expliquer, répondre à toute une série de fausses informations qui sont données sur ce texte. Donc nous allons nous donner quelques jours supplémentaires avant le passage en Conseil des ministres, une quinzaine de jours sans doute. Donnons-nous quelques jours de plus pour approfondir la discussion, pour corriger ce qui doit l'être. Bon, je vous demande pas ce que vous pensez de cette loi sur le travail, j'imagine que vous êtes pour. Ouais, enfin il y a des bonnes choses, il y a des choses peut-être effectivement à revoir, à discuter, voilà. Si c'était à refaire votre aventure globale dans le jeu vidéo, à la lumière de tout ce qui se passe, de tous les blocages qu'on connaît en France aujourd'hui, est-ce que vous referiez quand même en France ? Bien sûr, la France c'est un pays extraordinaire, c'est un pays extraordinaire. Il y a énormément de talent en France, on a une vie, enfin je voyage beaucoup, je vois comment ça se passe à l'étranger, on a une chance exceptionnelle. Enfin pour rien au monde, j'irais vivre aux États-Unis et dans pas mal de pays qui sont loués par beaucoup de gens et citer en exemple. Vraiment, non, on est bien en France. Après forcément, il y a des choses qui sont plus difficiles, mais on a quand même... Non, enfin, nous en tout cas, on démontre avec plein de sociétés françaises, des PME dans le jeu vidéo, qu'on peut réussir en France, grandir. Voilà, nous, notre business, de toute manière, on le fait à l'international. On le fait pas en France. Quelle est l'erreur principale que vous avez faite dans votre parcours professionnel ? L'erreur principale... En tant qu'entrepreneur. On va peut-être pas aller assez vite sur certains sujets, mais bon, c'est pas... L'erreur principale,
Ce que j'ai fait... Peut-être que vous n'en avez pas fait. Oui, j'en ai sûrement fait, mais des petites. Ouais, pas de gros, il n'y a pas de truc, j'ai jamais eu tous les matins. Non, jamais. Non, là, j'ai pas de regret en tout cas. Et l'enseignement principal que vous tirez de votre parcours d'entrepreneur, et éventuellement les conseils que vous donneriez? Toujours aller de l'avant, toujours croire en ce qu'on fait et déployer beaucoup d'énergie à un moment, parce qu'il faut quand même déployer énormément d'énergie quand on est entrepreneur. Enfin, surtout là, on s'est quand même attaqué au monde entier. Nos concurrents sont des majors. On est une toute petite PME au milieu des géants. Oui, ça demande beaucoup de conviction, de force, d'énergie, de fougue aussi. Et puis aussi, surtout analyser et réfléchir énormément, quoi. De l'analyse, regarder un petit peu et être à l'écoute. Vous avez beaucoup réfléchi. Enfin, c'est votre oncle qui avait réfléchi, mais quand vous êtes attaqué au marché, vous avez beaucoup réfléchi au marché avant de vous lancer, oui. Non, pas du tout. Non, les choses sont faites naturellement. Donc vous dites qu'il faut y aller quand même, et puis ensuite... En fait, il faut toujours chercher à progresser. Voilà, il faut pas se contenter de ce qu'on a. Voilà, on était une petite boîte, on était distributeur, on était numéro 1 en vente, numéro 1 en France des jeux vidéo avec un jeu Jux pour la France. Et ouais, petit à petit, on s'est dit qu'on allait faire la même chose dans le monde entier. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est quoi la spécificité de la France sur cette partie jeux vidéo? Parce que quand on était petit, on se disait c'est un truc de japonais, on voyait que ça, ou de coréen. Maintenant, non, les Français sont forts en jeux vidéo. C'est quoi? C'est la formation? C'est les écoles? Ouais, il y a les Gobelins, il y a IMM, il y a une formation exceptionnelle en France, que ce soit bien sûr artistique, parce qu'aujourd'hui le jeu vidéo a changé. Avant c'était des pixels, c'était de la 2D. Aujourd'hui c'est comme du cinéma. Il y a des scénaristes, des réalisateurs, des illustrateurs, en plus donc des programmeurs, codeurs qui faisaient l'essentiel des équipes il y a de ça quelques années. Donc il y a beaucoup de femmes aussi qui travaillent dans le jeu vidéo, il y a beaucoup de sensibilité, il y a des aventures complètement... Enfin là je parlais de Life is Strange, c'est un jeu incroyable, générationnel, puisque tous les jeunes, tous les 15-25 ans se l'attribuent dans le monde entier, puisqu'il va aborder les thèmes de l'adolescence. Enfin c'est des choses très fortes, le jeu vidéo a énormément changé, et vous avez une autre révolution en marche qui va arriver avec tout ce qui est le streaming du jeu vidéo, le cloud gaming, le VR, ça va être la réalité virtuelle, donc ces fameuses lunettes, il y a plein de choses qui arrivent qui vont vraiment révolutionner tout ça, et naturellement l'ensemble des personnes qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo, notamment ces créateurs, se sont renforcés avec des sensibilités, des profils complètement différents. Alors, et en France, oui, on est très fort. La tradition dans cette émission, c'est de m'offrir un cadeau, pas alors. C'est de m'offrir un cadeau. Alors, il faut le montrer à la caméra 3, le soulever un peu. Alors ça, c'est quelque chose d'assez... Vous pouvez vous le soulever un peu, on va vous prendre un petit Polaroid. Voilà. Je fais attention de ne pas le casser quand même. C'est un cadeau qui me tient. Et puis surtout, il n'y en a plus. Alors, c'est Styx. Alors. C'est bon. Je vous le donne. Marc, faites attention, le socle. Alors, expliquez-nous. Comment? Expliquez-nous. Styx, c'est une belle aventure. C'est le studio. Attention au socle. Attention au socle, oui, parce que je l'ai emmené sur ma moto. Ouais, c'est pas grave, je vais le remettre. Non, allez-y, expliquez-nous. Et en fait, c'est une belle aventure parce qu'en plus, c'est quelque chose d'assez fondateur chez Focus. Au début, on était distributeur. Notre premier jeu, c'était un jeu fait par des Ukrainiens. On a eu énormément de succès et on a tout d'un coup eu un studio français, Cyanide, qui avait l'idée d'un jeu de vélo et personne n'en voulait de son jeu. Il est venu me voir en me disant, écoute, c'est notre dernière chance. Le Tour de France, c'est dans 3 mois. Ouais. Si personne prend mon jeu, je suis mort. J'ai fait le jeu est un énorme succès et avec Cyanide on travaille maintenant depuis 14 ans ensemble et Styx c'est leur dernière production, il y a des millions de joueurs qui jouent à ce jeu-là, c'est quelque chose, je suis réjoui de voir que ce petit studio à l'époque, on les a aidés, on a grandi à leur côté et aujourd'hui c'est un des plus beaux studios français. En tout cas bravo. Merci beaucoup Marc. Et puis on vous souhaite bonne chance, on vous souhaite de grossir et de voir un cours qui continue à flamber. Je rappelle que vous êtes le patron de Focus Home Interactive. Pour nous c'est déjà terminé, c'est très triste, mais on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures financières, économiques et entrepreneuriales.